je peux comprendre ce genre de... Mais je pense que nous sortons de loin. Nous venons de très loin. Il faut donner le temps au président Alassane de s'occuper des urgences. Et les urgences, c'est de remettre le pays au travail. Je vous assure que si vous voyez le calendrier de travail du président de la République, il vous ferait plutôt pitié que même d'avoir du ressentiment pour lui. Quelquefois, je lui dis, mais monsieur le président, quand même, allégez votre programme, c'est pas possible, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Depuis le 1er juin, depuis le 11 avril 2011, je peux vous assurer que le travail a été acharné. C'était dur. Nous avons trouvé un pays désagrégé. La décroissance économique tournait autour de 7% du PIB. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'était plus en mesure de payer les salaires des fonctionnaires. N'eût été la finesse, l'adresse du président de la République, du ministre Dibi que je salue, pour pouvoir payer même les fonctionnaires en Côte d'Ivoire, ce serait difficile. Nous aurions connu le sort de certains pays en Afrique où ils ont 36 mois d'arriérés de salaire. Mais ce n'est pas, grâce à Dieu, arrivé parce que nous avons travaillé tous les jours. Moi-même, en tant que Premier ministre à l'époque, on ne dormait pas. La nuit, il fallait veiller. Le jour, il fallait aller au bureau. C'était très, très difficile. Et je le dis parce que je suis témoin vivant de ce qui s'est passé au pays. C'est maintenant que nous commençons à respirer. C'est maintenant que moi-même je peux venir à New York. Avant, je ne pouvais pas. C'est pas possible. Et mes amis vont dire, depuis que Guillaume est devenu Premier ministre, il ne nous voit même plus, il est devenu grand type. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quelquefois, vous ne savez même pas comment on envie tant votre propre situation. Et je le dis, parce que quand vous êtes à ces responsabilités, vous n'avez plus de vie, ni de vie privée, ni de... Moi, j'ai précipité mon départ. Parce que le président et moi, nous travaillons dans une sorte d'osmose, de symbiose, telle que c'était que je parte de la primature n'était pas aisé pour lui. Je suis allé lui dire, monsieur le président, vous avez un engagement électoral. Il y a des choses que je ne peux pas dire pour le moment. Je les écrirai dans un livre. J'ai dit, monsieur le président, je m'en vais. Et dans la salle du Conseil des ministres, le président était assis. Je lui ai dit, monsieur le président, dans la vie d'un homme, il y a des moments où il faut décider. Et j'ai décidé de vous rendre ma démission. Mais ce n'est pas pour autant que je pars, que je ne ressens pas le poids de ce départ. Parce que vous me manquerez. Parce que le gouvernement me manquera. Mais monsieur le président, la nation est au-dessus de tout ça. C'est pas ça à la télévision, on n'avait pas vu. Donc, vous me faites redire ce que j'ai déjà dit. Donc, c'est pour vous dire que c'est vrai, il faut même pas que dans votre esprit ne vous traverse un sentiment d'ingratitude ou de... Non, non. Pour le moment, c'est chaud. Quand le président va finir avec la chaleur, là, il vous accordera le temps qu'il doit vous accorder. Je suis convaincu parce que c'est un homme de parole. Donc, il faut que vous continuiez de garder votre sérénité. Il faut que vous continuiez de vous mobiliser. Et je voudrais, pour conclure, puisqu'il est tard, monsieur l'ambassadeur, et que nous sommes tenus par le temps, le sénateur Perkins est là. J'espère qu'il aura retenu quelques mots d'anglais. Non, de français. C'est moi qui n'ai pas retenu l'anglais, puisque on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui en anglais. Je voudrais, chers amis de New York, mais d'Atlanta, de toutes les autres régions et autres États
des États-Unis d'Amérique venus nous écouter, vous dire toute ma gratitude. Vous remercier très sincèrement. Je voudrais saluer particulièrement M. Nda Pascal, M. Zemon, qui ont eu le courage d'exprimer leur position. Je l'apprécie pour la simple raison que c'est dans le débat contradictoire que jaillit le compromis. J'espère avoir donné des réponses qui peuvent aiguiser la réflexion qu'ils continueront de mener. Parce qu'une réflexion, elle se poursuit toujours. La vérité, en réalité, est relative. Personne ne détient la vérité absolue. Donc, je ne peux pas dire que j'ai eu raison de donner la réponse que j'ai donnée. Je ne peux pas dire non plus qu'il a eu tort de penser ou de poser la question telle qu'il l'a posée. Mais nous sommes à la recherche de solutions. Personne ne viendra nous donner la solution pour la Côte d'Ivoire. C'est nous-mêmes qui allons trouver la solution. C'est nous-mêmes qui allons faire notre propre réconciliation par nous-mêmes. Mais autant je veux qu'on gracie des coupables, autant je veux qu'on prenne une minute pour réfléchir à tous ceux qui sont morts, à toutes ces familles désespérées qui, quelquefois, ont perdu dans cette situation absurde leur fils unique. Si on prend 7 secondes pour se mettre à la place de celui qui a perdu son frère, si on prend une seconde pour se mettre à la place de l'épouse du colonel Dosso qui a été idiotement abattue, si on prend une seconde pour se mettre à la place des familles qui ont vu, non pas qu'on leur a dit, mais qui ont vu sur Internet leurs enfants être jetés dans le feu pour être brûlés. Quand on se met une seconde à la place de ces familles, on finit par se demander le sens réel de la réconciliation. Quand on se met à la place du mari de ces femmes qui ont été tuées à Abobo, on se demande le sens de la réconciliation. Mais la réconciliation, c'est le dépassement de soi. Autant M. Zemon que moi, nous devons transcender pour nous retrouver en Europe. La France et l'Allemagne, à plusieurs reprises, dans 2 guerres mondiales, mais dans 2 autres petites guerres, se sont affrontés, tués, entretués. Aujourd'hui, on a des relations. Pourquoi vais-je aussi loin pour trouver l'exemple? Mais l'exemple, c'est en Afrique de l'Ouest. Le Burkina et le Mali ont fait la guerre. Mais après, on fait la paix. Donc, on ne peut pas continuer de ruminer. Donc, je demande aux Ivoiriens, ceux qui ont perdu des parents, il faut pardonner. Et à l'ouverture de ma session, j'ai demandé aux députés, pardonnons. Il faut pardonner. Parce que si je veux vous raconter mon cas personnel, j'ai des cousins, des frères, un cousin, simplement parce qu'il s'appelle Soro, comme moi, qui a été abattu. La famille est au village. Quand je pars au village, je sens le poids des regards sur moi. Et c'est moi qui m'occupe de la famille. Alors si mon cousin, lui, il a été abattu, si moi, on m'avait attrapé, et si c'est même pas abattu, on m'aurait explosé peut-être, je n'en sais rien. Donc, quand on se met à la place et qu'on pense, on voit la valeur de la réconciliation. Et je veux qu'on regarde dans cette direction. Voilà, monsieur l'ambassadeur, ce que je voulais répondre en demandant à la communauté de New York, aux Ivoiriens des États-Unis, de continuer de cultiver l'amitié, la fraternité, la réconciliation. Et saluer tous mes amis qui sont ici et vous dire que j'ai été très heureux au nom de ma délégation et de l'Assemblée nationale d'avoir été avec vous et de partager ces moments de fraternité ivoirienne, ces moments
d'hospitalité. Je vous remercie.